Je suis né dans la région de Nicolette, en face de Trois-Rivières. Mon père était cultivateur. J'ai fait mon école primaire au village et mon secondaire au séminaire de Nicolette. Euh, Évidemment, pendant les vacances, j'ai fait le travail que faisait mon père, le travail d'agriculteur, et je trouvais ça très dur, très dur. Vous savez, quand on parle là, que la campagne, c'est le fun, c'est pas vrai. Quand on sort du collège, là, puis qu'on tombe dans un rang de légumes, là, qu'il faut s'atteler pendant 1 heure, 2 heures de soleil dans le cou, ou encore les foins, là, dans la grange, j'avais hâte de retourner au collège. Alors, c'était évident que je ne ferais pas un cultivateur. Heureusement que mon père jouissait d'une certaine aisance et il n'y avait pas de problème financier pour mes études. Alors, c'est ça. En 1935, je suis entré au séminaire de Nicolette. Et évidemment, ça, on coupe des liens avec son enfance. Les premiers temps, on était pensionnaires tout à longueur d'année, excepté 15 jours à Noël et les 2 mois et demi de l'été. Et les premiers temps, j'ai trouvé ça dur. Je m'ennuyais, mais petit à petit, je me suis habitué. Et je peux dire que ma vie de pensionnaire au séminaire de Nicolette, c'était pour moi une vie très heureuse. J'ai aimé, puis j'aime y retourner encore. Quoique qu'aujourd'hui, c'est devenu une école de police. Et puis, je n'avais jamais entendu parler de Saint-Jérôme. Quand, à un moment donné, il y a des gens du village qui ont décidé de venir à Saint-Jérôme pour voir la Passion du Christ, qui se jouait l'été uniquement, et puis qui a eu un succès international. Alors, c'est le souvenir que j'ai de Saint-Jérôme. Là, j'avais oublié tout le reste. Une fois des études, à ce moment-là, on appelait ça le cours classique. Hein. Une fois mes études terminées, il y avait la décision. Où est-ce que tu vas? Et il faut savoir que les séminaires étaient formés d'abord, existaient d'abord pour la formation de futurs prêtres. Mais on était libre de prendre n'importe quelle profession laïque. Alors, moi, depuis l'enfance, j'étais tracassé par 2 choses. Ou bien faire un prêtre, parce que le prêtre était monté sur un socle hein, à ce moment-là. Ou encore, la seule chose qui m'attrayait, c'était la médecine. Parce que l'homme le plus brillant du village chez nous, c'était le docteur. Il y avait un docteur. Hein. C'était le docteur qui était physiquement, qui n'avait aucune apparence, mais qui m'avait impressionné. Et puis, moi, je disais, si je ne vais pas en religion, je m'en vais en médecine. Ben, écoutez, c'est lui qui m'a influencé beaucoup, le docteur de la Charité. Et évidemment, quand est arrivé la fin du cours classique, ça se finissait toujours par une retraite de décision, qu'on appelait. Alors, c'était prêché par un prêtre qui était absolument neutre, il ne nous influençait pas. Et moi, ça m'est apparu clairement que j'irais en médecine. Comment ça s'est déroulé à l'Université Laval, vos études en médecine? À l'Université Laval, d'abord, c'est un choc. Hein? On arrive à l'université, on est habitué d'être au cours classique, où il y a un professeur qui donne son cours, qui pose des questions. Bon. On arrive à l'Université Laval, et d'abord, on est dans une salle de cours où nous étions 103 élèves en première année.
Et on voit arriver le professeur, qui était le docteur Germain, le professeur principal, avec ce qu'on appelait un appariteur, son aide, là, qui avait un cabaret, un crâne dans le cabaret, et puis qui dépose ça sur le pupitre du docteur Germain, et le docteur Germain, qui était d'une éloquence extraordinaire, commence son cours en disant « Messieurs, vous êtes maintenant à l'université. Universitas, qui veut dire école de haut savoir. » Ah ben là, nous autres, on se sent calés, là. Hein? On est dans une école de haut savoir. Hein? Et il faut dire aussi que en entrant dans le cours, il y avait une salle d'autopsie, une salle de dissection plutôt là. Et en rentrant, quand je voyais, c'était des membres, c'était des bras, c'était des fesses, c'était. Enfin, on n'était plus du tout là, dans les auteurs tracés. Hein? Loin de là. Alors, disons qu'à ce moment-là aussi, venait d'apparaître des orientations professionnelles. Et puis moi, j'ai toujours aimé les lettres, j'ai jamais aimé les sciences. Alors, disons qu'en chimie, je n'étais pas fort. Et j'avais subi le test d'orientation professionnelle, et on m'avait dit, aucune objection à ce que vous ayez en médecine, mais vous devrez porter une attention particulière à la chimie. Oh. Alors là, je me voyais bloqué en chimie. Hein. L'année commence, puis là, j'ai travaillé en chimie. J'ai détravaillé, je n'avais jamais travaillé. Ben, enfin, je suis pas arrivé premier, mais enfin, je passais très bien. Et puis, mais j'ai trouvé la première année très dure. Très dure. Étudier tous ces mots-là, la nomenclature des os, des muscles, c'est surtout de l'anatomie qu'on faisait la première année. Alors, j'ai trouvé ça excessivement dur, puis j'ai travaillé. Et puis, je me disais, où sont les fous? Est-ce que c'est moi le fou? Ou ce sont mes amis qui s'amusent sur la terrasse à Québec, là, pendant que moi, je travaille et puis que je crève. Mais, sur la première année passe, et puis après ça, on devient familier, puis ça devient un peu d'abusé. Alors, non, j'avais pas de blonde, j'avais pas de... J'étudiais, puis mon épouse, je l'ai rencontrée après, parce que une fois mes études de médecine terminées, mon rêve avait toujours été d'être médecin de campagne. Mais en faisant l'étudiant de la médecine, je me suis rendu compte que la médecine, c'était quelque chose de scientifique. C'était pas il y a du social, et puis prendre le pouls d'un patient, puis l'encourager, puis tout ça. C'était scientifique. Et puis, je regardais tous les médecins de médecine générale qui avaient des cas sérieux à traiter, ils les envoyaient aux spécialistes. Alors, j'ai jamais aimé jouer de second violon. Alors, je me suis dit, pour quelle raison que les médecins, là, ils ne m'enverraient pas des malades à moi, au lieu de moi, envoyer malades aux spécialistes. Alors là, j'ai décidé de prendre la chirurgie générale. Pour une autre raison, j'étais influencé là aussi. Pendant mes vacances, quand j'étais étudiant en médecine, j'allais passer mes vacances à Arthabasca, à l'hôpital d'Arthabasca, parce que j'avais 4 tantes, les 4 sœurs de mon père, qui étaient religieuses là. Et là, j'ai connu 2 chirurgiens, docteur Côté, le docteur Côté qui étaient des bons chirurgiens, et puis qui m'ont donné le goût de la chirurgie. Alors, c'est là que je me suis décidé de prendre la chirurgie. À l'Hôtel-Dieu, j'étais 4 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec, où c'était reconnu à Québec pour être le meilleur hôpital, là. Et après ça, on a été à Philadelphie pendant 1 an. Et puis, on est revenu à Saint-Jérôme après. Alors,
c'est ça. Puis là, vous me demandez quand est-ce que j'ai rencontré le monde. Quand on est reçu médecin, puis on suit un cours post-universitaire, on appelle ça un résident. Un résident, contrairement à un interne. Un résident, on a le diplôme de médecin, on peut faire des prescriptions à large. Et puis, alors, je travaillais avec tout le monde, hein. Et il y avait un jeune chirurgien qui était là, et qui m'invite à aller souper chez lui un soir. Il était marié. Je m'en vais souper chez lui, et puis Raymond était là. C'était sa belle-sœur. Mais ça n'avait pas été tramé. Ah non? Non, ça n'a pas été organisé, pas du tout. Et puis, elle m'a frappé. Elle n'était pas là du tout. Là. Oh, je vous crois sur parole. Ah non. Ce qui est arrivé, c'est que quelques temps après, j'ai été invité dans une famille là, pour des gens que je connaissais pour un party. Et puis, j'ai téléphoné à Raymond pour lui demander si elle voulait m'accompagner. Alors, c'est comme ça notre première sortie. Et puis après ça, ben, il y a eu le bal de médecine. Et puis, elle est venue au bal de médecine avec moi. Puis c'est assez drôle parce que, évidemment, on voulait être bien habillé. Hein. Et le chirurgien qui m'avait invité, il y a un de ses confrères qui était marchand de fourrure. Puis ils étaient très amis tous les deux. Alors son confrère a dit, je vais te prêter une cape de lapin de vision, je ne sais pas trop, là, blanche. Là. En tout cas, ça flashait. Oh! Donc, vous êtes marié avant d'aller vous installer à Philadelphie. Oui, ben là, il y a une autre affaire que mon père m'a racontée, c'est que à ce moment-là, résident, aujourd'hui, il gagne dans les 40 000 $ par année, mais moi, je gagnais 75 $ par mois. Par mois? C'est ça. Et puis, j'opérais tous les jours, hein, ce que mes patrons me donnaient à opérer, évidemment, selon mes limites. Hein. Là, on était en quelle année à ce moment-là, Dr. Thibault? 48, 49, 50, 51. Hein. C'était ça. Donc, c'était des Ouais, salaires. alors, là, il y a des questions, non, pour penser à se marier. Je mariais avec 75 $ par mois. Mon père aimait ça me raconter ça parce que j'allais les fins de semaine de temps en temps chez nous. Et un bon dimanche soir, il y avait des vêpres à ce moment-là, dans l'église paroissiale. Alors, je vais à vêpres avec mon père. Et puis, en s'en allant à l'église, j'ai dit que je voulais me marier. Alors, ouais, mais il dit, je pense que c'est une bonne chose. J'étais rendu là à 28 ans, 27 ans. Ouais, mais il dit, écoutez, marier, c'est beau, mais j'ai pas d'argent pour me marier. Ça fait que même, là, je travaillais pour avoir une bourse, que d'ailleurs j'ai eu, mais qui n'était pas grosse, 200 $ par année à peu près. Alors mon père a dit, va te financer, puis va te garantir s'il arrive quelque chose. Puis j'ai pris une assurance au cas. Alors, on s'est marié en 50. Il y a un type qui faisait de la chirurgie à Maria, en Gaspésie. Et que c'était pas un chirurgien, mais il faisait de la chirurgie comme ci, comme ça. Alors, il y avait une maladie des mains, je ne sais pas trop. Il vient à Québec, puis il m'a demandé si je voulais y aller pendant les vacances, là, pour le remplacer à l'hôpital de Maria. Un petit hôpital de 40 lits. On a passé l'été là, à Maria. Et puis là, c'était assez cocasse, évidemment. Une mentalité complètement différente. Là, il y avait des Indiens là, à Maria.
Et puis, je me rappelle que moi, j'étais préparé, j'avais déjà presque fini ma spécialité. Alors là, on s'est mis à faire des opérations qui n'étaient jamais faites là. Hein? Euh, euh, la première césarienne, c'est moi qui l'ai faite là. Toutes les hystérectomies vaginales, ça s'était jamais fait. Une fois de choses qu'on a faites à Maria. C'était une grosse expérience pour moi, ça, là. De tomber tout seul avec personne là, pour surveiller. Hein. En plus, Ben, il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait deux classes sociales. Hein. Les ados, les adultes. Tant que quelqu'un dépendait des parents, là, j'écoutais les parents. Hein. Ils étaient comme les ados d'aujourd'hui, même moins libres. Hein. C'était l'habitude. Mais là, je tombais tout seul, là. J'avais laissé mes patrons qui me surveillaient. Puis on a passé l'été là. Et après ça, ben, on est allé à Philadelphie. Ben oui, pour voir d'autres choses que je connaissais déjà. Hein. OK. Donc, c'est volontairement que vous êtes allé Oui, oui, oui. parfaire vos connaissances Ouais. à Philadelphie. C'était pas dans le cadre de vos études où vous aviez à faire un an Ah, c'était pas obligatoire. dans une hôpital. Non, C'est non, ça? non, OK. Non, c'est de moi-même, là. Et dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé à Saint-Jérôme? En prenant ma spécialité, là, je savais déjà que j'irais à Saint-Jérôme parce que j'étais ma tante qui a fondé l'hôpital de Saint-Jérôme. Hein. Ma tante, j'étais son neveu préféré parce que parmi tous ses neveux, j'étais le seul médecin. Hein. Alors, elle m'avait déjà dit, tu auras ta place à Saint-Jérôme. Alors, je le savais en commençant ma spécialité. Donc, c'est Marie-Berthe Thibault, Oui, votre tante, oui. qui avait déjà commencé à ce moment-là des démarches à Saint-Jérôme. Elle avait commencé en 1947. Oui, mais c'est drôle. Si vous voulez parler du début de l'hôpital, ça remonte bien plus loin que ça. Il faut dire qu'en 1884, il y a eu une délégation de l'hôpital de Saint-Jérôme à l'Hôtel-Dieu de Montréal, leur demandant de venir fonder un hôpital à Saint-Jérôme. Et ça s'est mal présenté parce que les pourparlers avaient déjà commencé entre Monseigneur Fabre, qui était l'évêque de Montréal, et Monseigneur Laflèche, qui était l'évêque de Trois-Rivières. Parce que Nicolette et Pierre Tabasca faisaient partie du diocèse de Trois-Rivières maintenant. Et là, il y avait des discussions pour fonder un hôpital à Arthabasca. Et on disait que Arthabasca était un milieu plus propice, le milieu intellectuel. C'est la patrie de Sir-Wilfrid Darlier. C'était aussi de poète Adolphe Poisson. Son frère, le grand musicien Roméo Poisson, et bien d'autres encore, c'est un centre culturel. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fondé Arthabasca. À Saint-Jérôme. Mais, chose étrange, c'est un peu le retour de la vie 100 ans plus tard. Une autre délégation part de Saint-Jérôme et va à Arthabasca. C'est-à-dire, quand l'Hôtel-Dieu de Montréal fondait d'autres communautés, elles étaient indépendantes les unes des autres. Hein? Absolument indépendantes hiérarchiquement. Alors, vers 47-48, il y a eu un avalanche de nouveaux hôpitaux. Saint-Jérôme, Sorel, Montmagny, Saint-Georges-de-Beauce. Le gouvernement cherchait des religieuses. Et puis, il n'y en avait pas. Mais à Arthabasca, il y avait 111 religieuses. Le chiffre est précis, là. 111 religieuses. Et puis, l'hôpital d'Arthabasca avait deux départements. Le département hospitalier, puis un autre département où on gardait des orphelins et puis quelques vieillards. Hein. Et il était rendu, là, c'était pas assez grand. Alors, Arthabasca voulait agrandir. Ils ont négocié avec le ministre de la Santé du temps qui était
docteur Albini Paquette, de Mont-Laurier, de ce coin-là. Là. Et ils sont arrivés à une entente à la condition, mais j'en passe un bout. Disons qu'à Victoriaville, il y avait un collège là, commercial. Parce que les deux systèmes d'éducation à ce moment-là étaient le commercial et le classique. Alors, le collège commercial avait été fermé. C'était dirigé par les frères des écoles chrétiennes. C'était vide, ça. Alors, les religieux de Tabasca, ils ont dit, très bien, on va aller bâtir à Saint-Jérôme à une condition. Vous allez nous vendre le collège d'Arthabasca, de Victoriaville, pardon, à $1. Puis nous autres, on va aller bâtir à Saint-Véron. Alors, c'est comme ça que Arthabasca est venu bâtir à Saint-Véron. Mais dans le public, on pense toujours que c'est l'Hôtel-Dieu de Montréal qui a fondé Saint-Jérôme. C'est absolument faux. C'est Arthabasca qui a fondé Saint-Jérôme. Il n'y avait pas une seule d'Hôtel-Dieu de Montréal. Et pourquoi, Dr. Thibault, il fallait absolument qu'il y ait une communauté religieuse? Comment ça fonctionnait à l'époque? C'est très facile à comprendre. C'est parce qu'on ne payait pas des sœurs. Il avait fait jeu de pauvreté. Mais à ce moment-là, pour la construction de l'hôpital, Bon. c'était le gouvernement qui fournissait Là, l'argent. pour la construction, d'abord, ma tante a négocié avec Jean-Paul Rolland, qui était président de la compagnie de papier Rolland dans le temps, un terrain que la compagnie a bien voulu donner. Ce terrain-là était évalué à 15 000 $. Alors, ça faisait 15 000 $. Et il y avait une entente entre le fédéral et le provincial. Au fédéral, c'était Lionel Bertrand qui était député dans le temps. Et lui, ils ont fourni 235 000 $. Et le gouvernement provincial a fourni à peu près 750 000 $, et le reste a été absorbé par la communauté. De sorte que l'hôpital, tout fini, a coûté 1 700 000 $. C'est comme ça que ça s'est financé. Oui. Et les religieuses étaient les gestionnaires, Oui. les chefs de chantier, si on peut dire, qui supervisaient les travaux. Non seulement les chefs de chantier, mais ma tante, tout le temps de la construction, elle s'était fait bâtir un petit camp en bois rond à côté de la construction. C'était de surveiller les travaux d'un bout à l'autre. Hein. Oh, je suis certaine que ça a dû être bien. Alors, l'architecte, c'était David Deshaies. Et le contracteur s'est nommé Guy de Montréal. Je sais même que ça s'est bâti. Il y a eu, non, ils ont commencé la construction en 1948, et puis ils ont respecté l'échéance. C'était terminé le 4 décembre 1950. Oui, ben oui, les religieuses n'ont jamais eu de salaire. Elles vivaient, c'était tout. Mais disons que dans les livres, il y a un salaire, mais c'est un salaire nominal. Okay. On verra ça un peu plus tard, là. En 62, quand le gouvernement reprend les hôpitaux, là, les sœurs vont dire, oh, nous autres, on a été pendant une vingtaine d'années, alors vous nous devez tant. Mais d'ailleurs, ils n'ont jamais eu l'argent. Donc, elle s'occupait de toutes les tâches qu'il y avait là, dans, Ils étaient tous chefs de département. dans les hôpitaux. Oui. Infirmières. Ah ben oui, infirmières. Il y avait des infirmières aussi. OK. Parce que des sœurs, il y en avait peut-être une dizaine. À peu près une dizaine, oui. Je suis venu voir la construction de l'hôpital. Le solage était fait, tout simplement. Hein? Alors, j'ai vu le solage. Et puis, le soir, je me promenais dans Saint-Jérôme. Ce qui m'a impressionné, c'est la rivière. C'était la première fois que je voyais une ville au centre de laquelle passait une rivière. Hein? Et là, il faut dire où j'habitais. J'étais venu en autobus de Montréal et j'étais premier banc d'avant, puis je jasais avec le conducteur. Puis je lui demande à quelle place que je pourrais coucher à Saint-Jérôme. Il m'a dit
l'hôtel La Pointe vient de brûler. Il y a l'autre hôtel là, qui est à côté, L'hôtel Maurice? l'hôtel Maurice, mais il a dit ça va vous coûter cher. Moi, il dit, vous conseille l'hôtel Plouf. Ah oui? L'hôtel Plouf, non? Je ne sais pas pourquoi c'est l'hôtel Plouf. Il dit, je vais le trouver, il dit, au moins, la rue de Gros, on va vous descendre là. Puis il dit, continuez, vous arrivez dedans. Correct. Je vais aller coucher à l'hôtel Plouf. Ça m'a coûté 2$, déjeuner compris, dans une couchette de fer. Et puis là, je ne veux pas te déranger, mais j'avais trouvé ça un peu, même si j'avais pas d'argent, j'avais trouvé ça cheap un peu. Hein. Puis le soir, j'avais rien à faire. J'ai décidé d'écrire à ma blonde. On n'était pas mariés encore. La seule lettre que je lui ai écrite dans la vie. Sur le papier de l'hôtel Plouf. Ah, et parce que vous aviez du temps pour lui. Ben, j'avais rien que ça à faire, là. J'avais rien que ça à faire. Hein. J'espère. Quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, en 52, le 20, il me semble que c'est 28-29 juin, je ne me souviens pas trop, là. Là, j'étais à l'hôtel La Pointe, qui était reconstruit, là. Et puis, je n'avais pas commencé à travailler, je suis arrivé la veille. Il y avait un peu, pas mal d'activités à l'hôtel. J'ai dit, non, c'est toujours comme ça ici. Un employé me répond non. Il dit, ce soir, il dit, c'est le thé annuel des dames auxiliaires. C'est quoi ça? Alors là, il me raconte que c'était commencé la veille avant que l'hôpital soit fini. Un groupe de dames, surtout des femmes de médecins ou des femmes là, en vue, avait fondé une espèce de club qui appelait des dames auxiliaires et ramassait des fonds pour l'hôpital. Hein. Alors, ça avait lieu ce soir-là. Le thé annuel, c'est le deuxième. Ouais. Alors, il m'avait dit, ici, là, je connais personne. Je me suis assis dans le lobby un peu loin. J'ai acheté un journal, l'heure du thé est arrivée. J'ai sorti mon journal, mais je ne le disais pas. Je ne regardais pas dessus le journal. Et puis, des gens arrivaient. Puis dans le temps, ben, des dames, des chapeaux Panama, là, une chose de bison sur le bras, un John Gardens dans la main, et puis c'était des grosses fesses de Saint-Véro. Ben, j'ai dit, ce sont mes futurs patients. Alors, ces gens-là ont vu dans l'hôpital, eux autres, peut-être une source de revenus. Peut-être. Alors là, ils ont formé l'association des médecins de Saint-Jérôme, auxquels se sont adjoints sur Saint-Adèle, Saint-Sauveur, Sainte-Thérèse. Hein. Et ils se sont distribués des postes de commande. Un qu'ils ont nommé chef de chirurgie, un autre chef de radiologie, un autre de dermatologie, et ainsi de tous les départements. Sans qu'il y ait des connaissances pour, comme de raison. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, un médecin qui était reçu médecin, était reçu médecin chirurgien. Ça veut dire qu'à la porte de tous les bureaux de docteurs, on voyait docteur Intel, médecin chirurgien. Ce qui lui permettait, juridiquement, de faire n'importe quel acte médical. Même si ça dépassait ses limites, il avait le droit de le faire. Alors, eux autres se proposaient d'être, on va faire de la chirurgie, de la petite chirurgie, de la plus grande, alors là, les sœurs, quand on est arrivé, ma tante m'avait dit, ça ne marchera pas comme ça. À Tabasca, ça marchait comme ça. Il y en avait deux bons, mais les autres, là, elle dit. Puis, à ce moment-là, le Collège des médecins a fondé, a créé les postes de spécialistes en chirurgie. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse se dire chirurgien, il fallait qu'il passe 4 ans post-universitaire et passer des examens du Collège des médecins
qui le rendait apte à devenir spécialiste dans la province de Québec. Et en même temps, il s'est fondé à Ottawa le Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. Le Collège royal, lui, après 4 ans de post-scolaire, il donnait un diplôme de spécialiste, mais qui était reconnu dans tout l'Empire britannique. Et il donnait un autre titre qu'on appelle le Fellow. Fellow du Collège royal, ou encore membre associé en français. On le remettait en français. Le Fellow du Collège royal. Alors qu'il était un examen très difficile. C'est le plus haut titre qu'un médecin pouvait avoir, être Fellow du Collège royal. Mais pour être Fellow du Collège royal, il faut avoir des gens qui posent des questions, qui corrigent. Il faut en avoir d'autres Fellows, hein. Il n'y en avait pas. Alors là, ils ont pris des gros bons des hôpitaux, là. Quelques-uns à Québec, 2, 3 à Québec. À Montréal aussi, dans le milieu andin, la même chose. Et ils ont été chargés de faire passer des examens. Et tous ceux qui avaient fait leurs 4 ans pouvaient poser leur candidature. Mais de tous mes patrons, mes professeurs, là, il n'y en a pas un qui l'avait. D'abord, c'était un diplôme académique, puis il n'était pas préparé pour ça. Quand je suis revenu de Philadelphie, je me suis dit, ben, j'ai toujours été un peu arrogant. Si je me présentais au Fellow directement, au lieu de commencer par le spécialiste. Hein. Si j'obtiens mon Fellow, j'ai les autres automatiquement. Si je ne passe pas mon Fellow, j'ai plus le temps. Une autre année. Ah, on va aller au Fellow. Je me présente au Fellow. Et puis, cette année-là, je pense qu'il y en a 3 qui ont passé, dont moi. Alors, là, il y a un des membres du Collège royal que j'ai rencontré, puis il m'avait laissé entendre. Je pense qu'il était le plus jeune Fellow du Canada. Fellow qui a passé ses examens. Hein, après examen, les autres, ben, on leur avait donné une clause. Alors, c'est comme ça. Puis quand j'allais à quelque part, que je disais, j'étais Fellow, personne ne le croyait. Et pour revenir aux omnipraticiens, là, ils ont été un peu heurtés par les décisions des sœurs de ne pas leur permettre de faire quoi que ce soit en chirurgie. Alors, en plus de ça, on a eu une directrice générale qui manquait de diplomatie de façon flagrante. Elle en avait contre les omnipraticiens. Elle les trouvait incompétents, puis blablabla. Alors, même, elle a refusé certaines prescriptions, leur donner des médicaments. Et puis là, les médecins ont déclaré une grève. Ils n'ont pas déclaré. Ils ont fait une grève parlée. Là, ils sont mis à faire tout leur accouchement à domicile. Alors, ça enlevait d'ouvrir un hôpital, ça. Traitait leur malade à domicile. S'il y avait des patients qui devaient être opérés, ils envoyaient à Montréal. Et puis, ça a duré, ça, assez longtemps. Ça a duré assez longtemps. Mais là, il s'était établi 2 classes de médecins sur un bureau. Le médecin, l'omnipraticien, le spécialiste. Alors, à ce moment-là, on parlait toujours du docteur Intel et du spécialiste Intel. Le spécialiste, on était 4. Il y avait le docteur Saint-Pierre, il y avait moi, il y avait le docteur Pelletier pour les oreilles et les yeux. Puis il y avait le docteur Macron, anesthésiste. Alors, c'est le spécialiste Thibault, spécialiste Pelletier. Les autres, c'était le docteur. Ou encore, c'était le petit docteur puis le gros docteur. Ça, dans le public, ça. C'était connu, ça. Mais, quand est arrivé l'assurance hospitalisation, du jour au lendemain, les omnipraticiens ne pouvaient plus se lamenter. Ça ne coûtait plus rien.
les bureaux étaient remplis du jour au lendemain. Avant l'assurance hospitalisation, il y avait la loi de l'assistance publique qui a été votée en 1925 et puis qui a été refondée dans les années, probablement début des années 40, quelque chose comme ça. Alors, l'assistance publique prévoyait que tout patient indigent était traité à l'hôpital gratuitement. Mais le gouvernement en payait un tiers, la municipalité d'où il venait en payait un tiers, et l'hôpital absorbait l'autre tiers. Puis le docteur avait bien. Opérait pas bien. Ça a duré jusqu'à l'assurance hospitalisation. Alors, là où le trouble est arrivé, c'est que dans les municipalités, un patient devait être hospitalisé, voir le secrétaire, donne-moi un papier pour me déclarer indigent. Le secrétaire lui donnait un papier, mais en dessous, paye-moi la somme qu'on va payer, nous autres. Hein? En dessous, caché. Alors, il y a des paroisses comme la Belle, paroisse riche. Je n'ai jamais, à mon souvenir, je n'ai jamais eu un patient qui n'était pas sur l'assistance publique. Mais il y avait des gens assez honnêtes. J'envoyais des comptes pareils. Des gens assez honnêtes. Plusieurs me payaient. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, là, on a perdu là, énormément. Alors, mais le plus gros changement, c'était à l'assurance médicale, là, en 70. Là, en 70, là, la médecine est devenue, a commencé à se commercialiser. Avant, en 70, je prends mon cas parce que je l'ai vécu, j'aimais faire de la médecine pour faire de la médecine. Et si un patient ou l'hôpital m'appelait à 3 heures du matin pour aller le voir à l'hôpital ou bien aller l'opérer, je me levais puis j'y allais. Je n'ai jamais refusé une seule fois. Jamais. Alors, c'était... Je regardais ça, les gens me croient pas. Je n'ai jamais été voir mes comptes une fois dans ma vie, excepté pour mes rapports d'impôts. À part de ça, jamais. Jamais j'ai été les voir. D'avancer pour vivre, pas vécu si mal non plus. Alors, je n'avais pas besoin d'aller voir ça. Alors, mais j'avais l'habitude de dire, ce qui est intéressant en chirurgie, on opère des petits cas, des hémorroïdes, des hernies, des appendices, pour gagner notre vie. C'est pas ça qui est intéressant. C'est quand on opère des gros cas, c'est là qu'on fait notre réputation. Alors, moi, j'ai aimé la médecine, la chirurgie au point d'y rêver toutes les semaines. Et j'y rêve encore. J'y rêve encore. C'est ce qu'on appelle une vocation. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas si je prendrai la médecine. La mentalité a tellement changé. Ce qui va changer le plus, quand tu es arrivé d'assurance en 70, c'est qu'il n'y a plus de discrétion. Nous autres, selon l'éthique, c'était absolument défendu. On ne parlait jamais d'un horaire d'argent. Jamais. Mais arrive l'assurance hospitalisation, on est payé par le gouvernement. Là, tout le monde est payé, là. Là, je me fâchais, non. Finissait une opération, l'anesthésiste est avec sa machine en avant. Alors, lui, il faut qu'il fasse un rapport au gouvernement. Moi aussi. Alors, ouvre le livre des prestations. Bon. Pour, disons, enlever une vésicule biliaire. Disons, 350 $. Le même numéro pour l'anesthésiste,
C'était un autre montant. Donc là, l'anesthésiste demandait au chirurgien quel numéro tu mets. Hein? Pour mettre le même numéro, on ne va pas mettre deux numéros différents. Des cas clairs comme ça, comme la muscule biliaire, il n'y a pas de problème. Mais arrive d'autres cas où ça se complique un peu. Disons un cancer de la thyroïde. Pour faire un cancer de la thyroïde, c'est marqué dans le livre, s'il y a un ganglion, 50 piastres de plus. Si on enlève de ganglion comme de raison. Si on enlève l'autre lobe de la thyroïde, un autre en plus. Et ça marche comme ça. Puis là, ça devient, là, puis là, quel code que tu mets, quel code que tu mets. Puis là, on dit ça devant toi, égal malade, tu vas là devant tout le monde, là. Ah, ça, je l'ai jamais digéré, puis je ne le digère pas encore. Hein? Pas plus que je digère dans les salaires là, de moyenne de 300 000 piastres. Je n'ai jamais gagné ça pour 300 000 piastres, et j'ai très bien vécu, puis je n'ai pas besoin de plus. Ça a été, qu'est-ce qui arrive après l'assurance maladie, c'est que la médecine a continué d'évoluer. Et je pense que les médecins d'aujourd'hui ont fait un pas en avant extraordinaire. À tel point qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais plus pratiquer. Hein. Je serais dépassé. Hein. Mais c'est au point de vue éthique, moi, que je trouve. Hein. Je ne suis pas de garde, il est 4 heures, prends un autre chirurgien. La disponibilité est moins assidue qu'autrefois. Je dirais peut-être moins humaine. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de médecins pour faire. C'est à peu près la seule profession qu'en sortant de l'université, ils sont sûrs de gagner minimum 100 000 piastres. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est devenu plus une profession qu'une vocation? Absolument. Oui. Absolument, c'est devenu une profession. Il faut dire que là où on connaît un chirurgien, sa valeur, c'est pas dans les opérations classiques, qui sont décrites dans les livres, et il y a une technique et qu'on suit régulièrement. Ce sont dans des cas absolument imprévus. Exemple, le cas d'un petit garçon qui aide à son père à couper un arbre. Alors, le père a un petit mécanique, là, un chainsaw. Le petit en arrière, lui, qui pose sur l'arbre, puis à un moment donné, il tombe dans le chainsaw. Là, le chainsaw, lui, c'est la moitié du vent. Et ça se donne que c'était le jour de ma fête, le 1er août. Puis on recevait le soir. On me téléphone de l'autre bord de mon laurier pour me dire, à mon laurier, je ne faisais pas ça. Pour me raconter l'histoire de ce gars-là. Puis le médecin qui m'appelle, il dit, peut-être qu'il va être mort quand il va arriver chez vous. Je ne sais pas. Alors moi, j'avertis l'anesthésiste, puis tout le monde, puis je me rends à l'hôpital. Puis le petit gars n'arrivait pas, là. À un moment donné, il est arrivé. Et puis, le médecin avait très bien fait ça. Des pansements tout enveloppés, le ventre ouvert, les intestins partout. Bon. Commence à opérer. Et là, on explore tout, hein. Tous les intestins déchiquetés, ben, il faut l'enlever, là, faire avec ça. Alors, tu gardes ce qui reste, tu l'aboutes. Mais à un moment donné, t'arrives à un petit canal qui va du foie au duodénum à l'intestin, là, qui est déchiré. Mais ça, la bile, il faut qu'elle y aille dans l'intestin. Et puis, il faut que t'en fasses un. Faut que t'en fasses un canal. Ben, c'est dans ton imagination, puis c'est là que tu vois le chirurgien qui n'est jamais pris au dépourvu ou rarement. Il faut en faire un. Alors, tu prends un bout d'intestin normal, tu tailles, tu fais un petit canal avec ça, que tu vas greffer sur le foie, un bout, et l'autre bout sur l'intestin, pour que la bile passe. Hein. Alors, c'est dans des cas comme ça là, qu'on connaît réellement là, si le chirurgien
a du métier aussi là-bas. Et puis ça, j'en ai eu plusieurs cas comme ça. J'en ai eu plusieurs cas. Ce petit gars-là l'a repassé dans le chainsaw. Je l'ai suivi pendant un an et demi. Je l'ai perdu de vue. Ou son père plutôt m'a envoyé une photo à moi, du petit gars. Bon, mettons, 15 ans après, mon léger patient arrive à mon bureau. Un gars qui mesure 6 pieds 1 pouce, avec une fille de son âge, à peu près 23, 24, 25 ans. Il rentre dans le bureau. Il dit, je vous pensais bien vieux sur vous. Fait d'entrer un gars que je connais pas. Il s'assoit. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est vous, il dit, qui m'avez opéré quand j'ai passé dans un chainsaw. Puis là, il voulait se marier. Et puis, il se demandait si ça il ne pourrait pas arriver des complications une fois marié ou ça. Ben, il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis camionneur. Ah, il me dit, respires-tu du trouble, il n'y a aucun trouble, ça. Marie-toi, puis il est trop tard, il n'y a pas de problème. Pour le 50e anniversaire de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, vous avez rédigé l'histoire de cette institution. Pourriez-vous nous parler de cette belle réalisation? Voilà ici, disons que j'avais déjà publié un volume que je dessinais à mes enfants. Je voulais que ça fasse partie du patrimoine que j'avais défrayé à compte d'auteur. Hein. On m'avait demandé d'écrire quelque chose pour l'hôpital. Ben, j'ai dit, je peux écrire mes souvenirs. Ça vous a pris combien de temps, Dr. Thibault, de travailler sur ce projet-là? Je ne me rappelle pas. Ça n'a pas été très long. Vous faisiez ça à temps perdu? Bon, oui, tu vois. Mais les choses que j'ai faites en temps perdu. Tous les meubles de la maison, c'est moi qui les ai faits. Et vous êtes ébéniste à vos heures? Ben oui, ben oui. Quel de talent! Ben oui, tout ça. C'était ma passion à côté de la médecine, l'ébénisterie. Puis je l'ai jamais appris. Je l'ai appris sur le tas. Autodidacte. Autodidacte. L'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et Saint-Fantôme. Moi, ça m'a toujours intriguée. Je me demandais s'il y avait beaucoup de fantômes à l'hôpital de Saint-Jérôme, si vous en aviez côtoyé beaucoup pour finalement lui donner ce titre-là. Non. Est-ce qu'il y avait bien des gens au lancement de livres? Oui, oui, beaucoup. Au lancement de livres, beaucoup. À un moment donné, c'était le 15e anniversaire de la fondation du Richelieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'étais président. Alors, j'ai dit, on va faire venir le lieutenant-gouverneur de la province de Québec. On n'aura pas de comptoir. Ah, comment je vais? Laissez-moi faire. L'honorable comptoir, c'est un agronome, ça. C'est un agronome qui venait de Pierreville, tout près de Nicolette. Quand lui était en charge des prêts pour les cultivateurs à Québec. Alors, il y avait une ferme à Pierreville. Alors, les fins de semaine, il voyageait de Pierreville, Québec, Pierreville. Et comme il y avait un de ses fils qui était confrère avec moi, ou plutôt un an après, mais enfin, on se connaissait, M. Comtois, lui, passait, quand il passait à Trois-Rivières, je venais le rejoindre là, de tout près, et il m'a voyagé tout le temps. Hein? Tout le temps de mon cours de médecine. Évidemment, je ne changeais pas. Hein? Et puis, c'est devenu mon chum. Hein? Alors, j'ai dit, pour le 15e anniversaire, je vais l'appeler. Alors, je l'appelle. Et puis, j'ai dit ça. Mais j'ai dit, écoute, ça me va me faire plaisir. Maintenant, je n'ai pas le droit d'accepter ta demande. Il faut que ce soit au moins le maire. T'habites. Ben, il va vous organiser ça. Alors, ils ont fait une invitation. Et puis, il est venu. Il est venu le matin. Il y avait Maurice Girard aussi qui était dans l'organisation. Et puis, on avait réservé une suite à l'hôtel de La Pointe.
viendriez-vous faire un tour chez nous, à la maison chez nous. Ça fait que, sur notre temps, on va me faire plaisir. Alors, il y a eu le temps. Il arrive l'après-midi. À ce moment-là, Marie-Claude avait peut-être 4-5 ans, 6 ans. Hein? Ça fait 2-3 ans. Et puis, Alain était tout jeune aussi. Moi, je leur avais dit, le lieutenant-gouverneur, c'est le représentant du roi. C'est comme le roi, c'est ici. Alors, quand ils ont vu rentrer M. Comtois, puis surtout le major Dame, là, il n'était pas gros, aux autres, là, hein. Ça fait qu'en arrivant, là, M. Comtois était un homme simple. Il arrive, bon, là, il dit, on est en famille, il dit, sers-moi un gin, puis il dit, dis-moi où est-ce que je peux aller pisser. Puis vous avez reçu du département Oui, de Saint-Jérôme un Oui. très beau cadeau. Ça, ça, c'était pour votre implication. ça aussi. c'est quand j'ai laissé la chefferie de chirurgie, quand j'ai démissionné comme chef. Non, c'était une surprise pour moi. Hmm. Non, parce que ça, lève le taux de la réunion, ça, c'est dans 1h30, ça. Mhm. Hein? C'est pas long. Et puis, Un très, très, très beau cadeau qui a été donné au docteur Thibault. C'est un livre numéroté. ouais, numéro 30, je pense. Alors, tout est... il y a des Papier parchemin. sur du papier, beau papier parchemin, puis il y a des petites illustrations là, dans la marge. C'est un très beau cadeau dans un beau coffret de bois. Très mérité. Ah, mérité, je ne sais pas. J'en suis certaine. Ça a été vraiment un plaisir, Dr Thibault, de passer ces beaux moments en votre compagnie Ça m'a fait plaisir. pour laisser en héritage aux Jérémiens qui connaissent leur histoire davantage. Parfait. Merci.